Il fallait que j'aborde ce sujet un jour, et ce jour est arrivé. Cette semaine avec Akiko, on fête nos 10 ans de mariage, donc ça me paraît être le bon moment pour vous dire un peu ce que c'est que de vivre avec une japonaise. Bonjour! 10 ans de mariage, 13 ans passés ensemble, dont 10 au Japon, 3 enfants fabriqués. C'est après tout ça qu'on va dresser un bilan, mais je vais aussi et surtout m'intéresser un petit peu à la vie sociétale japonaise, si on peut dire ça comme ça. On va voir comment ça se passe au sein des couples japonais. On va voir si l'image qu'on a de la femme japonaise est fidèle à la réalité ou pas. Le tout dans la joie et la bonne humeur, et en vous souhaitant de très joyeuses fêtes de fin d'année. J'espère que vous avez tous eu une condition box sous le sapin. Ouais. C'est vrai? Non. Ma toute première remarque concernera l'image qu'on a tendance à se faire des japonaises. Je remarque qu'en France et en Occident en général, le mot japonaise est souvent très proche de termes comme discrète, soumise, docile. J'avoue que ça me pose un petit problème parce que déjà ce sont des termes qu'on pourrait très bien employer pour des animaux et en plus ça ne se vérifie pas dans la réalité. Polie, attentionnée, respectueuse, réservé, pourquoi pas, ça me paraît un petit peu mieux déjà. Alors Akiko, ma femme, et notre situation en général, c'est un petit peu à part. Déjà parce que Akiko, à la base, a une personnalité assez forte. Elle a beaucoup voyagé, elle a habité à l'étranger, elle n'a pas du tout la vie type d'une japonaise, déjà parce qu'elle vit avec un français, et en plus, elle n'a pas un travail non plus typiquement japonais, puisque avec moi, on gère tous les deux une entreprise. Donc, pour toutes ces raisons, tous les clichés qu'on peut appliquer à une japonaise, je les retrouve aucunement chez Akiko. Mais même en général, vous allez comprendre que ça s'analyse, c'est pas simple. Vous allez voir. Il est vrai qu'à une époque pas si lointaine, la femme japonaise était très effacée derrière le mari. Elle était quasiment condamnée à rester au foyer, à s'occuper des enfants, à faire le ménage, à faire la cuisine, à s'occuper du mari qui était alors considéré comme le roi de la maison. Et il est vrai que même encore aujourd'hui, on trouve cette structure dans de nombreuses familles japonaises. L'homme travaille et rapporte l'argent du foyer alors que la femme s'occupe de la maison. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que la femme japonaise est écrasée ou inférieure au sein du couple. Aujourd'hui par exemple, c'est assez rare de voir une femme qui s'adresse à son mari de façon polie comme à l'ancienne, en l'appelant Anata ou en utilisant le suffixe de politesse San. Ça c'est comme ça que les gens fonctionnaient à peu près 2 générations en arrière, fin du temps des grands-parents d'Akiko. Il y a effectivement encore quelques familles dans lesquelles la femme reste à la maison et ferme sa gueule et le mari prend toutes les décisions, j'en connais une ou deux, mais j'ai pas l'impression vraiment que ça représente le Japon d'aujourd'hui. C'est vraiment très archaïque comme système. D'ailleurs, cette apparente domination de l'homme au sein du couple n'est souvent qu'une apparence justement. Par exemple, on est plus ou moins d'accord que traditionnellement au Japon, c'est encore l'homme qui travaille et qui rapporte le salaire principal à la maison. Mais la personne qui gère le salaire, c'est la femme. Et chaque mois au Japon, la femme fait les comptes et elle donne à son mari de l'argent de poche. Et qu'est-ce que vous en faites? C'est la femme qui va décider combien le mari peut dépenser chaque mois. Là non plus, c'est pas un système dans lequel je me retrouve avec Akiko, on fonctionne pas du tout comme ça, mais je constate vraiment que autour de nous, la majorité des couples et des familles fonctionnent vraiment comme ça. On appelle ça okozukai, et c'est tellement répandu au Japon que chaque année, il y a un sondage national, on va demander aux familles combien la femme donne d'argent de poche à son mari, et grâce à ça, on peut évaluer un petit peu le niveau de richesse du pays. On n'a pas encore les chiffres de 2019, mais on sait que pour l'année dernière, en 2018, le montant de cet argent de poche, c'était en moyenne 40 000 yens par mois, à peu près 300 €. Par exemple, dans les années 90, au pic économique du Japon, le maximum que les femmes donnaient en moyenne à leur mari chaque mois, c'était 77 000 yens. Ça fait un petit peu plus de 600 €. Et maintenant, BNP Paribas va vous expliquer pourquoi l'économie du Japon c'était mieux avant les années 90, avant l'éclatement de la bulle japonaise. Donc au Japon, à la fin des années 80, où le prix du mètre carré à Tokyo ou dans les grandes villes avait atteint des... Voilà, attendez, non mais non seulement c'est chiant, mais en plus japonaise, excusez-moi, mais ça prend qu'un seul N quand même pour un truc qui s'appelle Ekodiko. Non mais... Depuis quelques années aussi, sûrement à cause de la santé économique du Japon qui est un petit peu sur le déclin. La particularité de la bulle japonaise, ça a été... Ta gueule! Les femmes japonaises se sont mises beaucoup plus au travail. Aujourd'hui, elles représentent 45% de la masse salariale. Elles font toujours pas autant carrière que les hommes, surtout quand elles ont un enfant. C'est un handicap professionnel pour les femmes encore au Japon d'avoir un enfant. Mais malgré tout, elles atteignent de génération en génération un niveau d'indépendance supérieur. Et ça, on le retrouve dans les chiffres du divorce. C'est assez intéressant de regarder ça. Au début des années 90,
90, il y avait que 15% environ des couples japonais qui divorçaient, et actuellement la part de divorce au Japon c'est à peu près 35%, ce qui montre que les femmes japonaises n'ont plus aujourd'hui, comme il y a quelques dizaines d'années en arrière, à subir un couple. Si elles sont pas contentes, eh ben elles divorcent, elles vont voir ailleurs. C'est d'ailleurs beaucoup plus facile de divorcer au Japon, surtout quand il n'y a pas d'enfants. Vous allez me dire, on n'en est pas encore au 55% de taux de divorce de la France. Oui, mais d'un autre côté, je suis pas sûr que d'avoir plus de la moitié des mariages qui échouent, ce soit une très bonne stat non plus. Enfin, histoire de souligner un petit peu plus ces changements dans la société japonaise, je ne sais pas si vous avez entendu parler des hommes herbivores. Au Japon, ce sont ces jeunes hommes qui ne sont pas intéressés par la gente féminine, ou surtout n'osent pas faire le premier pas, s'engager dans une relation. Ce sont des herbivores, ils sont passifs. 日本人の男性の何割が草食系だと思いますか3割6割30%ぐらいじゃないですかね。実はですね、アンケート調査によると20代の男性の 61% と30代の男性の 70% が、自分は草食系だって言ってるんですけれども。Et à cause de ce phénomène au Japon, les femmes apparemment prennent de plus en plus l'initiative d'aborder les hommes, d'entamer une relation. On les appelle les femmes carnivores. C'est elles qui vont à la chasse. Donc il y a plein de choses qui changent au Japon, même si tout évolue pas forcément très vite. Tout ça pour dire que la japonaise soumise n'est pas si soumise que ça. やっぱり女の人も男の人ぐらいもう力で言ったら強くなってきても同じぐらいになってるから男の人がそれで一歩二歩引いちゃうのかなっていうのは思いますね。 Après, il y a quelque chose que je peux totalement comprendre, c'est que l'image que la plupart des japonaises renvoient d'elle, c'est l'image d'une fille un peu bébête, disons-le comme ça, une fille qui va s'exprimer à base de « Ah, kawaii, omashirai, sugoi !» C'est la fille qui va s'étonner pour rien, qui va rigoler pour rien, qui va essayer de mettre son interlocuteur sur un piédestal, surtout si c'est un garçon. Et ben ça, pour la grande majorité de ces filles, c'est une façade, c'est une façon d'agir, ça n'est pas comme ça qu'elles sont vraiment. C'est un peu l'équivalent, si vous voulez, du mec qui essaye de se mettre en avant en faisant un petit peu le macho, en roulant des mécaniques, ou alors en essayant de faire preuve d'humour, là où beaucoup de filles japonaises vont essayer de paraître naïves ou innocentes. Et en plus, c'est un genre d'attitude qui est vachement prisé à la télé. Et pourquoi elles font ça? C'est important de connaître la cause de cette attitude. C'est parce qu'au Japon, on vient de le voir, l'homme c'est un peu le chef de famille, c'est la figure forte de la famille, c'est la figure forte du couple. Mais de l'autre côté, c'est aussi un mec qui a pas beaucoup de confiance et qui a du mal à aborder les filles. Donc pour pallier à ça, les filles japonaises sont obligées quasiment de se diminuer intellectuellement pour mettre les mecs sur un piédestal. En fait, le problème vient des mecs à la base. Et au Japon, c'est hyper étonnant, mais si t'es une fille qui est trop bien éduquée, qui a un travail trop bien payé, ou même qui est un peu plus grande que la moyenne, eh ben t'auras moins de succès qu'une fille kawaii un petit peu innocente, parce que les hommes vont avoir peur de toi et jamais ils vont oser t'aborder. Acting dumb kind of like helps guys lead the situation. If the girl is dumb, he's gonna be like, oh, you don't know, like, let me help you, let me do this, like, do that for you. And they will have more confidence in themselves. Et ce comportement, alors que logiquement ça devrait être le contraire, est je pense encore plus accentué quand les filles japonaises ont affaire à un étranger, parce qu'en plus d'avoir ce réflexe un petit peu de se diminuer, elles peuvent être vraiment impressionnées ou surprises par de nombreuses choses. Donc c'est pour ça que les étrangers se retrouvent fréquemment en face d'une japonaise dont on a l'impression que à chaque fois que tu dis un mot, elle trouve ça génial et fantastique. Mais cette même japonaise, une fois qu'elle sera casée, une fois qu'elle sera mariée, son discours, ça va pas être à base de kawaii, kakoi, machin. Non, elle va pouvoir s'exprimer normalement, retrouver sa personnalité. Après, attention, comme je dis, il faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Toutes les filles japonaises ne jouent pas à ce jeu non plus. D'ailleurs, il y en a même qui détestent ça, qui trouvent que c'est dégradant pour les femmes et qui préfèrent être naturelles jusqu'à ce qu'elles tombent sur un mec qui porte ses couilles et qui l'invite à sortir. Ceci étant dit, il y a quand même des clichés qui se vérifient. Par exemple, le sexe. On entend tout le temps dire qu'après le mariage, et plus particulièrement après la naissance du premier enfant, la femme japonaise cesse d'être une femme et devient une maman. Et on dit ça en sous-entendant qu'elle va consacrer 100% de son temps et de son énergie à son enfant ou à ses enfants et complètement délaisser son mari. C'est comme si elle disait à son mari, ok, t'as fait ton taf, maintenant j'ai plus besoin de toi. Ce rêve bleu, c'est un nous. Et ben ça, étonnamment, je trouve que c'est plutôt vrai. Pas dans mon couple, encore une fois, je me reconnais absolument pas là-dedans, ne vous inquiétez pas pour ma vie sexuelle, mais je constate que dans tous les couples mariés avec des enfants que je connais, et j'en connais pas mal, ce scénario est très
très fréquent. Et je vais vous dire, à mon avis, pourquoi les Japonais en arrivent là. La première chose qu'on peut signaler, c'est que quand une femme se marie avec un homme, l'amour, ça n'est pas forcément le facteur principal. En France et dans les pays latins en général, on attache une importance toute particulière aux sentiments, c'est comme ça qu'on fonctionne. Mais dans d'autres régions du monde, particulièrement en Asie, et on retrouve ça un petit peu au Japon aussi, on peut se marier pour d'autres raisons, par envie d'avoir une famille, pour rechercher un certain niveau de sécurité. Au Japon, il y a même encore, ça se fait de moins en moins, mais il y a encore des mariages arrangés. D'ailleurs, au Japon, il y a une appli smartphone qui s'appelle Omiai, c'est l'équivalent d'un Tinder japonais, mais c'est pour se trouver un mari ou une femme, littéralement Omiai, ça veut dire mariage arrangé. Je sais pas si ça existe en France ou aux États-Unis ou dans d'autres pays, vu le nombre de youtubeurs qui parlent de cette appli, j'imagine qu'elle est assez connue, assez répandue au Japon. Voilà, c'est intéressant. Et aussi, il y a un phénomène qui, à mon avis, joue quand même pas mal, c'est que dès qu'il y a un enfant, il y a un mariage. C'est-à-dire que même si une fille tombe enceinte à 16 ans, à 18 ans, peu importe, avec son premier copain, elle va se marier avec. Et c'est pas forcément la personne que tu aurais choisie ou avec qui tu aurais voulu passer ta vie si tu n'avais pas eu un enfant. Donc ça, c'est la première chose, mais je pense pas que ce soit la cause principale. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui viennent s'ajouter à tout ça. Il y a une chose importante, à mon avis, c'est que après la naissance, dès qu'une femme a un enfant, elle passe évidemment quelques jours à la maternité et après, elle ne rentre pas à la maison, elle rentre chez ses parents. Il y a une coupure après la naissance entre le père et la mère et l'enfant. Elle rentre chez ses parents pour une durée de 1 mois ou 2 mois et j'arrive à comprendre la logique, c'est pour que la mère puisse se reposer, qu'elle n'ait pas à faire les courses, la cuisine, le ménage et aussi au Japon pour que le père puisse dormir et continuer à travailler, avoir son rythme et continuer à être productif. C'est vraiment comme ça que ça marche au Japon dans presque toutes les familles. Dans mon cas avec Akiko, à chaque fois qu'on a eu un enfant, elle est retournée chez ses parents, mais pendant un week-end ou 3 jours genre maximum. C'était histoire de respecter un petit peu la tradition et puis de présenter les enfants à ma belle famille. Mais dans l'idéal, avoir un enfant, c'est quand même un combat, j'ai envie de dire, une aventure qu'on est censé mener à deux, le père et la mère, dès le départ. Donc ce système japonais, déjà dès la naissance, il crée une relation très forte entre la mère et l'enfant, tout en coupant complètement le père. La femme, c'est la maman, le père, c'est le portefeuille. Un nouveau problème, encore bien pire pour la vie sexuelle des Japonais, vient s'ajouter. Au Japon, quand t'as un bébé, il dort traditionnellement avec ses parents. Vous allez me dire, c'est assez commun, ça se fait un petit peu partout dans le monde. Sauf que, au Japon, le bébé va rester dans le lit entre ses parents, parfois jusqu'à l'âge de 10 ans. Les enfants, très tard, dorment avec leurs parents et chacun fait ce qu'il veut. Il y a certainement beaucoup de côtés bénéfiques à faire ça, mais il ne faut pas s'étonner du coup qu'il y ait une espèce de misère sexuelle qui s'installe dans les couples japonais. Franchement. Et enfin, le dernier clou dans le cercueil, comme s'il n'y en avait pas assez, le Japon, on sait quand même que c'est le pays du travail. Et en général, c'est vrai que les hommes, et parfois les femmes aussi, rentrent assez tard le soir. Et je comprends que dans beaucoup de familles japonaises, le père, quand il rentre le soir assez tard, il n'a qu'une envie, c'est de manger, prendre une douche et de se coucher. Ce qui fait que dans beaucoup de familles, non seulement la femme perd tout intérêt sexuel, mais parfois l'homme aussi, ou même que l'homme, même d'ailleurs ça peut arriver aussi. Donc tous ces facteurs font que, effectivement, le Japon, j'arrive à comprendre que ce soit un des pays dans le monde où tu baises le moins, que ce soit avant le mariage, après le mariage, après avoir des enfants, c'est pas fait pour ça. Et tiens justement, puisqu'on parle de faire zizi pampan, les chiffres viennent de tomber. Cette année, l'année 2019, le Japon a connu son plus faible nombre de naissances depuis 120 ans. Et l'une des conséquences, c'est qu'en un an, la population du pays a baissé de plus d'1 demi-million d'habitants, voilà. Et on fait tourner les serviettes. Après, évidemment, il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres facteurs qui vont expliquer qu'il y a moins d'intimité chez les couples japonais. Pourquoi ne pas en faire une vidéo ? Je pense mes vidéos à chaque fois que je fais une vidéo. C'est comme ça que ça marche. Dites-moi dans les commentaires comme d'habitude, oui, je veux une vidéo sur le sexe au Japon. Déjà, tu as promis celle sur la prostitution, fais-la s'il te plaît. En tout cas, pour ma part, je suis assez content et même plutôt fier qu'avec Akiko, après 10 ans de mariage, on ne soit pas tombé dans une espèce de monotonie. Je pense que si on nous laissait l'opportunité de changer quelque chose dans notre vie, on changerait presque rien. Enfin, moi, je vois pas ce que je changerais en tout cas. Et à mon avis, la clé de cette réussite, alors qu'à la base on est si différents, on vient de 2 pays différents, de 2 cultures différentes, littéralement on est né sur 2 parties du globe terrestre qui sont opposées. Pourquoi ça marche ? Je pense que c'est parce que... Le marché du travail au Japon est un marché qu'on appelle dual. Pourquoi ça marche ? Je pense que c'est parce que on a fait et on fait encore énormément de choses ensemble. Je m'explique. La première chose, c'est qu'avec Akiko, on a un passé en commun qui est
assez riche. On a beaucoup voyagé, on a habité par exemple 2 ans en Chine, on a habité 6 ou 7 mois en Malaisie, on a fait le tour de l'Inde, on a voyagé un petit peu à droite à gauche. Bref, on s'est créé des souvenirs très forts et des expériences qui nous ont marqués à vie, et c'est des expériences communes. Après ça, à partir du moment où on s'est marié et on s'est installé au Japon, c'était il y a 10 ans, on a tout fait ensemble. Dès le départ, on avait un plan d'action, on savait quels étaient nos objectifs, comment y arriver, on avait un calendrier, même s'il y a des moments c'était plus dur, on était stressé, on n'avait pas d'argent, on n'avait pas de temps, n'importe quoi, on le faisait ensemble et ça nous renforçait quand même. Et même maintenant que tout va bien, qu'on a un business qui tourne pas mal, qu'on travaille ensemble, on se fixe toujours de nouveaux objectifs, on a toujours de nouveaux projets, bref, on s'arrête jamais et on fait tout ensemble et c'est vraiment comme ça que ça marche. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que travailler avec la personne avec laquelle on vit, c'est pas à faire. Nous on trouve que pas du tout. L'idée c'est vraiment de bâtir un truc à deux, aussi bien au niveau familial avec les enfants qu'au niveau professionnel, que les objectifs qu'on se fixe, etc. Il faut pas avancer chacun de son côté, il faut avancer tous les deux dans la même direction et ne jamais s'arrêter. Qu'est-ce que c'est beau ce que je dis. Après attention, j'ai quand même évidemment qu'il y a un énorme facteur chance qui rentre en jeu. On a la chance d'avoir une entreprise qui tourne bien, des enfants qui sont en bonne santé, on est nous-mêmes en bonne santé, ça joue énormément. Donc touchons du bois. Alors je sais pas si vous avez remarqué, et si vous êtes encore là d'ailleurs, tout ce que je viens de vous dire à propos du fonctionnement de mon couple avec Akiko, ça n'a rien à voir avec le fait qu'Akiko est japonaise. Et c'est le but, parce que tout ce qui fait que ça marche entre nous, c'est que des valeurs qui n'ont rien à voir avec notre nationalité en fait. Les sentiments, la complicité, les projets communs, c'est ça les trucs les plus importants. Ceci étant dit, quand tu vis avec une japonaise, tu vis avec une japonaise. Et il y a forcément des choses du quotidien qui changent. Et ces choses, je vais vous les dire, surtout que vous avez cliqué sur la vidéo pour ça, j'imagine. C'est la vidéo qui commence après 16 minutes. La première chose que j'ai constatée quand j'ai commencé à sortir avec Akiko, et c'est quelque chose que je constatais même avec d'autres japonais en général, que ce soit pour le boulot, pour sortir, etc. Les japonais, et donc les japonaises, sont très occupés. Il faut prendre rendez-vous. En France, quand je veux voir un pote, je lui téléphone, je lui dis qu'est-ce que tu fais ce soir? Rien. Bah vas-y, on sort la 64 et puis on se fait un GoldenEye. C'est comme ça que ça marche. Au Japon, pas du tout. Tu sors ton calendrier et tu fixes un rendez-vous quelques jours plus tard, dans le meilleur des cas, voire quelques semaines plus tard. Donc ça, maintenant, je suis totalement habitué. Mais quand je suis arrivé au Japon, et particulièrement quand j'ai commencé à sortir avec Akiko, c'était mon premier choc. On se voyait pas des masses. Ensuite, la langue, puisque la communication, c'est essentiel dans un couple. Alors déjà, quand on sort avec quelqu'un avec qui on parle la même langue, c'est pas assuré qu'on arrive à se comprendre à 100%, si vous voyez ce que je veux dire. Donc imaginez quand vous sortez avec quelqu'un et que vous parlez dans une langue que vous ne maîtrisez pas du tout, moi en l'occurrence je parlais japonais donc c'est moi qui m'adaptais, il peut y avoir pas mal de quiproquos, pas mal de choses incomprises ou pas dites et c'est vrai que ça peut être frustrant. J'ai pas souvenir que ça m'ait posé vraiment de gros problèmes, déjà parce que bon ça m'a pas pris très longtemps pour parler japonais parce que je suis quand même très intelligent, mais je sais quand même que j'ai été, et même encore de temps en temps, j'ai quand même quelques frustrations de ne pas pouvoir passer un message avec toutes ces subtilités. C'est quand même très important quand tu communiques avec quelqu'un, qui plus est quand c'est la personne avec qui tu vis, de pouvoir être précis sur certaines choses, subtil sur certaines choses, ou même pour l'humour, tu vois, c'est que moi je suis rigolo dans la vie, donc j'aime bien apporter une petite dose d'humour et de fun. Des fois, j'ai la petite blague qui me vient en français et je peux pas la traduire en japonais ou j'ai pas. Ça, c'est un petit peu frustrant. Mais sinon, je pense que franchement, la langue, c'est pas une grosse barrière, surtout que le japonais, ça s'apprend assez vite. Et il y a beaucoup de couples aussi où les gens parlent anglais. Après, il y a aussi des japonaises qui parlent français. Enfin bref, il y a plein de cas de figure. Mais la langue, c'est pas la plus grosse des barrières, en tout cas dans mon cas. Après, la communication, en tout cas, moi je l'ai ressenti comme ça au Japon. C'est... Les gars, stop, arrêtez tout. Je viens de découvrir en cherchant ma blague du PED il y a 30 secondes qu'il y a tout un monde d'internet, il y a des milliers de femmes qui prennent des vidéos d'elles en train de péter. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Après, la communication, en tout cas moi je l'ai ressenti comme ça au Japon, c'est pas autant la langue que la compréhension de la culture de l'autre et de comprendre comment, pourquoi il fait certaines choses, comment il fonctionne. Ça, je pense que ça pose beaucoup plus de problèmes à de nombreuses personnes. Moi, j'ai eu la chance, je pense que ça m'aide beaucoup. J'ai beaucoup déménagé quand j'étais jeune, j'ai beaucoup voyagé aussi, j'ai habité dans d'autres pays. Donc peut-être que par rapport à la moyenne des gens, j'ai plus de facilité à m'adapter à différentes cultures, à différentes personnes. Mais même au-delà de ça, je trouve que la culture japonaise, la façon dont les Japonais fonctionnent, est beaucoup plus logique pour moi. Enfin, j'arrive vraiment à comprendre la logique de pourquoi ils font ça, pourquoi ils disent ça et quelle sera l'avantage ou la répercussion de cette action. Alors que, bizarrement, en France, j'ai beaucoup plus de mal. Il y a des comportements ou des choses que je n'arrive absolument pas à comprendre. L'affrontement idéologique autour de l'ouverture le dimanche toute la journée a bien eu lieu.
Après, il y a aussi évidemment, et vous le voyez dans pas mal de vidéos que je vous présente, extrêmement de choses que je trouve complètement incompréhensibles ou what the fuck au Japon. Mais je veux dire, dans les bases de la culture, dans la vie de tous les jours, ça me correspond bien. Donc vivre avec une japonaise, je trouve pas ça difficile du tout. Et pour être honnête, je pense que ça a été bien plus difficile au début du mois pour Akiko de s'adapter à moi et à ma culture que pour moi de m'adapter à elle et à sa culture. Alors j'ai pas vraiment d'exemple en tête parce que ça fait quand même, je pense, plusieurs années qu'on se connaît quasiment par cœur. Mais je pense par exemple que un japonais a peut-être 36 façons de te dire non ou de refuser quelque chose sans dire le mot non. Donc c'est quelque chose que j'ai réussi à comprendre très vite et je maîtrise plus ou moins le truc. Mais en tant que Français, quand tu arrives au Japon, toi tu as l'habitude de dire non. Les Français donnent leur avis de manière assez tranchée, assez nette. Et au Japon, je pense que c'est quelque chose d'assez rude, voire mal poli. Et donc quand t'as pas l'habitude à ce genre de comportement, ça peut vexer. Alors je me rappelle plus c'était exactement des trucs comme ça, mais voilà, certains comportements, certaines façons de faire paraissent pour les Japonais très soit mal polis, soit très rudes. La chose qui, à mon avis, au sein de notre couple était la plus difficile, c'est la bouffe. Parce que quand tu vis avec une japonaise, tu bouffes japonais. Et autant, j'aime beaucoup la nourriture japonaise. Mais quand tu vis avec une japonaise, à la maison, tu manges pas tous les jours des ramen ou des sushis. Bon là, il se trouve que hier soir, j'ai mangé des sushis. Mais bref, en général, t'as quand même une bonne partie des repas ou du repas qui est composé de légumes un petit peu bizarres, d'algues, de plein de trucs chelous qui sont extrêmement bons pour la santé, mais qui sont pas extrêmement bons tout court. Enfin, en tout cas, quand t'es pas habitué à la cuisine. Et il se trouve que Akiko et moi, on a des goûts culinaires extrêmement différents. Donc au début, ça crée quand même quelques tensions aux alentours des heures de repas parce que moi, de mon côté, je peux pas trop cuisiner français parce que autant Akiko adore la nourriture française, mais peut-être une fois par semaine, pas plus, parce qu'elle trouve ça extrêmement lourd. Surtout que moi, la nourriture française, pour moi, c'est des pâtes, de la viande, de la sauce, du beurre, de la crème fraîche, tout ce qui est bien lourd et tout ce que les Japonais ne cuisinent pas. Et en plus, c'est tout ce qui coûte cher. Si je devais cuisiner des trucs comme ça tous les jours au Japon, je serais ruiné, parce que le prix d'un petit pot de crème fraîche comme ça, ou même du beurre, ou même des pâtes, ou même de la viande, enfin tout ce que j'aime bien, c'est des trucs qui coûtent super cher au Japon. Enfin bref, en général, c'est quand même plus Akiko qui cuisine. Et au début, c'était quand même difficile parce qu'il y a plein de trucs autant je suis sûr qu'elle cuisine très bien, mais j'aimais pas ça, ça me correspondait pas. Au fil du temps, ça s'est vachement amélioré parce qu'il y a plein de trucs que j'ai appris à aimer et aussi les trucs que j'aime pas, elle les connaît, elle les fait pas, machin. Et du coup, maintenant, il n'y a plus de problème. Mais franchement, on sous-estime peut-être parfois la puissance de la nourriture dans la vie d'un homme, d'une femme, d'un couple. C'est puissant la nourriture. Donc ça nous faisait un petit peu chier au début, mais bon, c'est l'histoire de la première année ou des 2 premières années, je sais plus. Maintenant, il n'y a plus ce problème. Heureusement. Putain, je pensais que ce serait une vidéo dans laquelle j'aurais pas grand chose à dire, mais au final, je sais pas combien de temps elle va faire, mais elle va faire. Hein. Surtout que j'ai pas encore parlé de la famille au Japon. Parce qu'effectivement, quand tu te maries avec une japonaise, tu te maries avec une belle famille. Alors tout ce qui est au sujet des enfants, peut-être que je le garde pour encore une autre vidéo. Enfin, il y a tellement de choses à dire au sujet de l'éducation des enfants au Japon, etc. Ça rentre pas trop dans le cadre de cette vidéo. Par contre, la belle famille, il faut que je vous en parle quand même. Parce que c'est quelque chose qui peut poser vraiment un gros problème dans un couple franco-japonais. Il faut comprendre une chose sur le Japon. Le Japon, c'est des Japonais et des Japonaises. Les étrangers représentent à peine plus de 2% de la population et les femmes japonaises qui se marient à un étranger sont en forte minorité. Elles représentent à peine 1% des japonaises. Donc quand un couple de parents japonais voit arriver dans sa famille un étranger, il n'est pas forcément prêt psychologiquement. Bah oui, il y a une chance sur 100 que ça arrive et ça tombe sur eux. Donc selon la famille dans laquelle tu tombes, des fois ça peut être tendu au départ, des fois ça peut être tendu sur la longueur, des fois ça peut être un non définitif dès le départ. Tout ça s'explique par différentes choses. Déjà par l'ancien Japon très conservateur qui se méfiait beaucoup et qui n'aimait pas vraiment les étrangers. Aujourd'hui c'est beaucoup mieux, hein, je vous le rassure. Là je vous parle surtout de plus de 2-3 générations en arrière. Après il y a quand même beaucoup de familles qui peuvent s'inquiéter parce que quand elles voient arriver quelqu'un d'une culture différente qu'elles ne connaissent pas, elles savent pas comment ça va se passer. Est-ce que c'est pas une personne qui essayent de profiter de leur fille? Est-ce que c'est pas une personne qui va créer des problèmes? Comment est-ce que les gens de l'extérieur vont regarder la famille maintenant qu'il y a un étranger dedans? Parce que le regard des personnes extérieures est encore très important au Japon. Bref, c'est plein de petits facteurs qui peuvent créer des problèmes et je connais quelques couples franco-japonais dans lesquels ça s'est passé très mal ou ça se passe très mal. Dans mon cas, tout se passe très bien. Il y a aussi énormément de familles, hein, je vous rassure, où ça se passe très bien. Je pense qu'il y a 10-20 ans, il y avait peut-être une chance sur 2 pour que ça se passe bien. Maintenant, il y a peut-être 3 chances sur 4, 4 chances sur 5 pour que ça se passe bien. La culture change au Japon. Mais en tout cas, moi, j'ai été accueilli à bras ouverts. Je suis tombé dans ma belle famille est formidable. Je m'entends très bien avec tous les membres de ma belle famille, que ce soit mes beaux-frères, les grands-parents d'Akiko, enfin, tous les cousins, n'importe quoi. Tout le monde est adorable. J'ai vraiment eu beaucoup de chance là-dessus. Donc, c'est quelque chose de vachement important au final. Et c'est vraiment
je pense, quand tu as une belle famille japonaise, que tu comprends vraiment, je vais pas dire toute la culture japonaise, ce serait très prétentieux et j'en suis pas du tout là, mais en tout cas tu comprends beaucoup mieux la culture japonaise parce que tu as affaire à plusieurs générations, tu vois comment ça se passe au sein d'une famille. Qui dit belle famille dit aussi assister à des événements en famille, à des mariages, à des enterrements. Je peux vous dire que quand tu te retrouves à un enterrement après une crémation et que tu dois te passer avec des baguettes les restes des os du défunt comme ça, là le choc culturel, la différence de culture, tu la sens, tu la comprends. Après vous avoir dit tout ça, et je pense que ce sera là ma conclusion, je pense que pour un Français, c'est pas très difficile de matcher avec une Japonaise et vice versa, je pense pour une Française de matcher avec un Japonais, parce que culturellement, on n'est pas si différents, on n'a pas des bases si différentes. Il n'y a pas non plus de gros obstacles insurmontables comme pourrait être par exemple la religion ou la politique ou des choses comme ça. Je pense pas que les obstacles à surmonter, que les efforts à faire soient énormes, surtout qu'à la base, les Japonais apprécient quand même la culture française, les Français apprécient quand même pas mal la culture japonaise, les Japonais ont bonne image en France, les Français ont bonne image au Japon. C'est plein de trucs qui aident énormément, on part vraiment sur de bonnes bases et je pense qu'il y a vraiment moyen de faire des couples heureux franco-japonais. En tout cas, c'est ce que j'en conclus d'après mon expérience, d'après ce que je regarde autour de moi. Et encore une fois, tout ce que je dis dans cette vidéo, c'est juste mon analyse. J'ai totalement conscience qu'il y a beaucoup de personnes qui vont avoir un point de vue différent et c'est vachement intéressant. D'ailleurs, dans les commentaires, si vous êtes marié, si vous sortez avec une japonaise et que ça se passe pas comme ça, dites-le moi, ça rend les commentaires vachement plus intéressants pour tout le monde, y compris pour moi. Voilà. Et ma vraie conclusion, ce sera qu'avec Akiko, ça fait 10 ans qu'on est mariés, on fait tout 100% ensemble. Tout ce que je fais, je le fais grâce à elle. Si j'ai cette entreprise, si je suis devant vous en vidéo, si j'ai une famille heureuse, si je suis épanoui dans la vie, c'est 100% grâce à Akiko. Donc je suis extrêmement chanceux de l'avoir rencontrée et j'espère que j'aurai l'occasion, peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, de vous faire un nouveau bilan, peut-être les 50 ans de mariage avec une japonaise, je ne sais pas. Je suis plutôt de bonne humeur à la suite de cette vidéo. Merci de m'avoir regardé. Je vous souhaite encore une fois de bonnes fêtes de fin d'année si vous me regardez avant la fin de l'année et je vous dis à l'année prochaine. Ciao. C'est quoi cette conclusion de merde? Life without love is no life at all. Woo!